Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour les organisateurs qui nous ont invités à communiquer ici devant vous. Donc, on est là, moi et mon collègue, pour parler de savoir d'expérience des patients, pour améliorer le parcours. Je me garderai à ces niveaux-là et je laisserai la place à celui qui connaît de manière située la situation d'handicap en neurologie. Donc moi, en premier, l'idée c'était de vous présenter l'Université des patients. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Comment je tiens ça? Ça tombe. Est-ce qu'on fait un sondage à main levée pour savoir qui connaît l'Université des patients? Bon. Bravo, il y a quelques mains qui se sont levées, bravo. Vous avez bien le temps du réglage du micro. Bon, comment j'ai fait? C'est ce truc qui est en train de tomber. Je vais vous présenter un petit peu l'Université des patients, l'expérience à l'expertise au service de la collectivité et de partenariat en santé. Et quand on parle de partenariat en santé, on ne parle pas seulement le partenariat en santé dans le monde du soin, mais aussi dans l'entreprise, dans la société, ce qui souvent j'appelle la santé dans la cité. Comment les patients partenaires, les patients experts, les patients pairs, comme vous voulez, sont dans la société et ils peuvent être un atout pour aider d'autres malades, mais pour aider aussi des institutions, des organismes, leur propre boulot, parce qu'il y en a plein de personnes qui vont dans les entreprises, là où ils travaillaient, où ils sont tombés malades, ils ont décidé de mettre en place un programme d'accompagnement de retour à l'emploi, par exemple, et d'accompagnement des personnes qui vivent avec des handicaps ou après un cancer. Donc je prendrai un petit peu de temps pour vous parler de ça, vous poser les quelques bases pour que vous compreniez d'où on parle et pourquoi on parle, ce qu'on parle. Alors, la place à accorder aux malades et aux usagers dans l'amélioration de notre système de soins et de santé est un sujet d'un débat depuis plusieurs décennies, mais c'est à partir de la mobilisation associative sans précédent dans l'épidémie de VIH-Sida qu'on a découvert les bénéfices des différents types d'engagement de malades en termes de recherche médicale, d'innovation thérapeutique, de prévention et des traitements social de la maladie. Le débat est lancé donc à ce moment-là sur la reconnaissance de savoir d'expérience, mais aussi sur le sujet malade capable d'apporter un nouveau regard sur la situation des malades et de questionner le paradigme de la relation de soins et de droit en place. Alors, en 1994, Deffel et Martel parle pour la première fois dans un article d'une figure du patient, le malade, comme réformateur social. On assiste en France depuis à un essor de pratiques variées, regroupées sur des appellations d'engagement en santé, ce que d'autant plus de variées, de pratiques, des terminologies, tout ça, voilà. En même temps, depuis 20 ans, les lois de 2002, celles relatives aux droits des malades et de la qualité des soins du système de santé, et celles de janvier 2002, rénovant l'action sociale, ont permis de disposer d'un socle législatif articulant question de droit avec de qualité de soins. Il faut dire que tous les pays les pays francophones se disent « Ah oui, mais en France, vous avez des lois, vous avez des règles. » Donc on peut critiquer, mais aussi il faut savoir que ça aide à poser des choses et ça aide à construire et à bâtir ensemble les innovations. Alors, en 2009, la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire met en avance, avec l'éducation thérapeutique, les compétences des patients. Et ça, c'est quelque chose de très important. En 2013, l'Haute Autorité de Santé en France pose le modèle de décision médicale partagée, socle d'un partenariat individu-soignant.
En 2016, la loi sur la modernisation de leur système de santé ouvre la voie à la démocratie en santé, à la démocratie sanitaire, la participation des patients et des usagers à l'amélioration du système de soins. Ce n'est plus simplement un rapport entre le soignant et le patient, mais c'est aussi maintenant un rapport de patient vis-à-vis de la société et de changement de règles et incluant sa participation dans toutes les instances. Alors, on va aussi à la loi Ma Santé 2019 qui, en plus de mettre le patient, d'ouvrir la possibilité et les recommandations que les patients soient partout, maintenant dit clairement, elle inscrit une obligation à ce que dans le parcours de formation des soignants, il y ait la présence des patients experts en tant que formateurs dans les salles de cours. Nous pouvons aussi parler des avancements présents suite aux recommandations d'autres autorités de santé en 2020, qui est donc un texte qui s'appelle « Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs médico-social et sanitaire ». L'engagement des usagers dans le système de santé fait partie de nouveaux critères de certification des hôpitaux. Nous pouvons aussi parler des avancements présents suite aux recommandations d'autres autorités de santé de 2020. Maintenant, on a une qui est sortie juillet 2023 qui s'appelle « Renforcer la reconnaissance sociale des usagers pour leur engagement et leur participation dans les secteurs social, médicaux, social, sanitaire », qui va encore plus loin et donne un cadre de référence pour le déploiement de ce type d'action. Ça tient là? Ah, ça tient. Alors, la faculté de médecine de Sorbonne est le premier établissement supérieur à abriter une université des patients. L'université des patients est ouverte officiellement à la rentrée scolaire 2009-2010 par Catherine Toret-Turgis, le professeur Toret-Turgis. Officiellement, j'ai dit, car déjà en 2007-2008, les personnes vivant avec une maladie chronique étaient déjà intégrées dans le cursus diplômant de celle-ci. C'était à l'époque le master d'éducation thérapeutique à l'université de Rouen. Alors, il s'agit d'une initiative pionnière proposant la conception et l'animation de parcours diplômants à destination des personnes souhaitant transformer leur expérience de la maladie en expertise et compétences au service de la collectivité. Mais en 2009-2010, Catherine Toret-Turgis va s'appuyer sur la loi HPST, qui recommande la participation des usagers, des malades et des associations dans la création et l'animation de programmes d'éducation thérapeutique. La loi, et donc elle lance officiellement l'université aussi de patients. La loi HPST nous a permis donc d'ouvrir de cette manière-là officiellement, parce que nous étions clandestines à la fac. Nous formions, nous diplômions des patients sans que cela soit su. Je ne savais pas ça. On était tellement clandestines. Je ne savais pas que vous étiez des clandestins, sinon... Ben oui, clandestines, je mettrais au féminin. Parce que c'est incroyable, parce que j'ai travaillé, j'étais là depuis le début, on était tellement clandestines que je ne le savais même pas. Alors que j'ai assumé plein de cours, que j'étais là, que j'ai bougé, ben, voyez, c'est comme ça. Catherine a toujours dit, il ne faut pas attendre qu'on nous autorise, il faut faire les innovations. Alors, cette innovation a inspiré depuis d'autres universités françaises et internationales d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs pays qui veulent implanter, qui sont en train d'implanter. En 2023, on comptait déjà 14 cursus, en tout cas, ouverts aux patients, avant dédiés seulement aux soignants, et ou créés spécifiquement à l'intention des patients. Marseille, Grenoble, Bordeaux, Rennes.
En effet, en fondant l'Université des patients, Catherine Torres-Torgy insiste sur la nécessité d'une reconnaissance académique, institutionnelle des savoirs des malades. Il s'agissait d'établir un programme de reconnaissance à l'université des savoirs acquis par les patients tout au long de leur expérience de la maladie. Je vais juste me permettre, limite, de te couper un quart et demi de seconde. Après, je me présenterai plus avant, mais sur ce que tu viens de dire, je vais te couper un quart et demi de seconde pour te dire que grâce à l'Université des patients, je suis passé de Bac-5 à Bac+2, simplement en sachant reconnaître les capacités des patients. Mais promis, je te laisse reprendre et après, je me présente plus avant. Alors, j'allais boire de l'eau pendant ça. Ah, alors je peux me présenter plus avant maintenant. Je suis... Non, je continue, tu as ta place. Alors, je continue et après tu viens. Alors, j'avance encore, voilà, parce que je crois que ce que tu dis, ça rentre là-dedans aussi, tu vois. Nous répondons à une demande avec notre expertise pédagogique et on n'arrive pas à répondre à la quantité de demandes d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est un des objectifs, je ne mettrai que 2 ou 3 parce que sinon on dépasserait largement le temps, c'est de répondre à une demande grandissante de personnes vivant avec une maladie chronique, de pouvoir mobiliser leur expérience, faire reconnaître leur expertise au service de la collectivité. Tout ça a commencé quand les séropositifs ne mouraient plus. Et ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a développé? Il faut reconnaître ça quelque part. Donc depuis ça mijote dans la tête de Catherine Torres-Torgy et nous toutes, parce qu'on était là depuis le début aussi. Alors, renforcer la légitimité de volontaires, de bénévoles d'associations pour leur permettre de faire reconnaître par un diplôme leur expérience de terrain et de compétences mobilisées. Alors, nous parlons ici d'un diplôme comme modalité de certification de savoir d'expérience et instrument de circulation symbolique. Le diplôme est un outil de circulation symbolique dans nos sociétés. C'est posséder un moyen de déplacement pour aller d'un lieu à un autre. Alors, l'Université des patients, en chiffres et en mots, plus de 400 patients diplômés. Là, on parle que de diplômes, niveau DU, master et doctorat. Nous accompagnons de personnes jusqu'au doctorat et jusqu'à la soutenance. Voilà. 350 actrices et acteurs de santé ont été co-formés avec les malades, c'est-à-dire que nos diplômes sont ouverts aux soignants et il y a des diplômes comme l'éducation thérapeutique où il y a 50% des soignants, 50% de patients. Et après, parfois, on a ce qu'on appelle des doubles casquettes. Quelqu'un qui est soignant, mais qui a aussi a eu un événement de maladie très grave ou qui vit avec une maladie depuis. Plus de 200 pathologies représentées et naturellement des personnes qui sont partout et que voilà, font leur histoire. Alors, 3 diplômes et des masterclass et une vision stratégique de la santé. C'est très important cela. On pourrait commencer par celui d'éducation thérapeutique. S'appuie sur la loi, comme j'ai déjà dit, hôpital, patient, santé et territoire. C'était très important. On peut parler du diplôme démocratie en santé ou démocratie sanitaire qui s'appuie sur la loi de modernisation de la santé. Le diplôme d'accompagnement en cancérologie s'appuie sur les plans cancer et stratégie décennale de lutte contre les cancers. Alors, comme masterclass répondant à des demandes spécifiques, je ne donnerai que quelques-uns parce qu'on a une dizaine. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent à l'Université des patients demandant qui on aide et qui on forme des patients, des maladies spécifiques qui se sentent abandonnés dans les médias, en tout cas dans les services, ils se sentent, ils ont envie de ça. Parfois, des professeurs rentrent et ils nous demandent, comme c'était le cas d'une masterclass qui s'appelle Patients aidants dans la drépanocytose, patients partenaires dans les pathologies visuelles, s'outiller pour réduire les risques
liées aux médicaments sur surveillance, former des femmes leaders en démocratie en santé, patients et partenaires dans les maladies vasculaires rares. Donc, je pourrais continuer parce que la liste, de plus en plus, on a cette demande. Alors, j'aimerais m'attarder un petit peu sur la continuation de notre formation. Parce que, OK, on diplôme, mais qu'est-ce qu'on propose après? Un jour, un patient m'a dit, étudiant, il m'a dit, Lénie, c'est sympa, mais il faut offrir la pré-vente. Ils ont raison. J'ai mis 10 ans pour pouvoir le faire, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en place la formation que j'ai appelée continuelle. On a besoin de ma langue, et en mélangeant les deux, vous avez vu que j'ai un accent, n'est-ce pas? Je suis brésilienne d'origine, mais bon, française aussi. Et l'idée, c'est, nous proposons à nos étudiants une forme de formation continue que nous appelons formation continuelle, au sens où ces masterclass sont proposées à l'intérieur de la Sorbonne Université d'EDP, à partir de la demande de nos étudiants voulant continuer à se former et renforcer leurs compétences pour répondre aux demandes grandissantes reçues de participer et de s'engager dans nos champs du verre, dans les champs du verre, pour accompagner au mieux la pratique sur le terrain. Alors, pour ce faire, comme il y a de plus en plus des patients partenaires qui sont dans les services, qui sont dans la recherche, qui sont dans la formation de soignants, on s'est dit que ça serait bien de faire un groupe d'analyse, de pratique, qu'on a appelé expertise patient, comme les soignants qui ont aussi aujourd'hui à faire des analyses de pratique, et ben, les patients partenaires, les patients experts aussi, pour regarder leur pratique vis-à-vis d'autres patients qui sont là dans un protocole d'accompagnement très intéressant aussi. Vous pouvez lire, il y a des articles sur notre université des patients, il y a des données, il y a plein de choses autour de ça. Alors nous avons fait aussi l'éducation thérapeutique de patients pour des personnes qui ne sont pas dans le diplôme d'éducation thérapeutique, des patients de cancéraux, comme on appelle DUK et DU démocratie en santé, qui veulent se former aussi à au moins 40 heures pour être une force d'action, pour aider à monter d'éducation thérapeutique. Donc on a offert, il faut savoir que tous ces masterclass sont gratuites, d'accord, pour nos étudiants. Et de plus en plus des personnes d'autres universités sont en train de nous demander. Alors, nous avons commencé, d'ailleurs, justement celle-ci, participation des patients partenaires aux recherches en santé, on vient de la commencer. Nous avons aussi fait 2 promos patients partenaires formateurs dans les formations des soignants. Patients partenaires dans les pathologies visuelles, qui était aussi une demande spécifique, mais surtout, celle qui nous tenons un peu à cœur, c'est mission patients partenaires dans le cancer de sein métastatique. C'est-à-dire que là, ça a été la demande de nos étudiantes de DUK, comme on appelle, qui ont dit, ok, c'est gentil de parler d'Octobre Rose, de parler de... Voilà, mais et nous, qui sommes déjà diagnostiqués tout jeunes, métastatiques, comment on fait? Et donc on a dit, on va faire une masterclass pour vous, et elle va commencer avant la fin de cette année, une nouvelle promotion. Alors voilà, il y a du counseling, l'écoute, centrage sur la personne, tous les étudiants peuvent participer. Avant de terminer, je voulais vous donner simplement pour que vous puissiez savoir, si vous ne le savez pas encore, l'Ordre national des médecins a publié des recommandations et un rapport sur le patient partenaire. Et l'Académie française de médecine a aussi vient de sortir là en mai 2024 aussi un rapport sur le patient partenaire en France. Alors, je vous remercie. Là, c'est le contact. Je vous invite peut-être à vous poser la question, si vous ne la posez pas, apparemment déjà ce matin, c'est quelle est la place du patient partenaire, le patient expert dans la neurologie. Je crois que c'est peut-être quelque chose d'important, en tout cas de la place où je suis, de poser cette question. Et j'inviterai mon collègue de se prononcer et parler maintenant, se présenter.
Bonjour à tous, Guillaume Benamou, merci pour votre invitation à ce colloque à l'Institut du cerveau. Je vis avec une paralysie cérébrale, donc handicap de naissance, je ne vais pas vous faire le cours maintenant, on va perdre du temps. Et, je suis patient partenaire et patient expert, on appellera ça comme on voudra, là aussi on va perdre du temps, depuis la promo Covid. Et là où c'est pour moi primordial d'être passé par l'université des patients pour pouvoir dire j'ai un savoir, c'est quand on est avec un handicap, ce qui est mon cas, on ne se rend pas compte que ce handicap peut se transformer en savoir. Et c'est tout l'enjeu de former et reformer des patients, former et reformer des familles. Et vous recevez aujourd'hui des familles, vous tous dans vos services, avec soit des maladies dégénératives du cerveau, soit des maladies du cerveau lourdes, longues et compliquées. Et c'est important, voire très important, que vous puissiez leur laisser une place d'expression, mais aussi que vous puissiez considérer et reconsidérer leur savoir. Et c'est important que vous les interrogiez. Il faut le faire. C'est long, c'est un peu plus de temps parce que les mots ne sont pas exactement les mêmes, ils ne sont pas toujours les bons. Il faut le faire, il faut réinterroger vos patients sur leur savoir. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que vos patients vivent avec leur pathologie chronique et leur maladie du cerveau, quelle qu'elle soit, je ne vais pas toutes les faire là maintenant, 24 heures sur 24. Et que vous les voyez en consultation ou en rééducation, ça dépend de la place de chacun. Si c'est en consultation, c'est au mieux 2 fois par an, 2 à 3 fois par an. Si c'est en rééducation, c'est un peu plus souvent, ça peut être plusieurs fois par semaine, mais que le patient, lui, vit avec sa patho H24. Et que l'heure où il se pose des questions, c'est l'heure où il n'y a pas de professionnel, c'est 23h39. Quand la lumière est éteinte et qu'il est tout seul face à sa patho, face à sa problématique. Et la problématique, c'est pas comment je vais guérir, c'est comment demain matin, je vais avoir la capacité de m'habiller suffisamment pour pouvoir mettre un pantalon, un caleçon, et pas un caleçon, un pantalon, pour pouvoir recevoir mes petits-enfants qui viennent prendre le goûter à la maison. Il faut toujours restituer la problématique du patient dans sa vie quotidienne. C'est compliqué parce qu'on a tendance à apporter aux patients des solutions techniques, et il le faut. On est là, vous êtes là, on est là aussi pour ça. Mais il ne faut pas oublier la vie quotidienne. L'engagement du patient dans ce qu'était sa vie professionnelle avant. Faire un petit sondage sur ce qu'était sa vie professionnelle avant. L'engagement de l'aidant sur ce qu'est sa vie professionnelle, sur ce qu'est ses loisirs d'aidant, son temps de répit. Parce qu'on le sait, la maladie neurologique est une maladie longue et chronophage pour les dents. Les dentistes n'ont rien à voir là-dedans, sinon ils auraient fait fortune depuis longtemps, et ils ont d'ailleurs fait fortune, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Donc il faut vraiment trouver une place et valoriser le savoir tant du patient que de son aidant, pour qu'il puisse s'engager aussi aux côtés d'autres. S'engager non pas seulement comme je bénéficie de l'association France Alzheimer, France Parkinson et France SLA ou paralysiecérébrale.com, peu importe, on s'en fout, de la crèmerie, mais je suis en capacité d'échanger avec mes collègues, mes pairs, je suis en capacité d'échanger des vraies infos sourcées sur Internet. Il y a un média qu'on voit pas, dont on n'a pas suffisamment parlé pour les patients, c'est Internet. Internet, il y a tout et son contraire dedans. Et c'est important que nos patients, que vos patients de demain et d'aujourd'hui soient réellement engagés et un minimum, il ne s'agit pas qu'ils sachent que le bêta truc égale bêta machin.
mais qui sachent qu'au quotidien, ils puissent compter sur vos services. Et aujourd'hui, on a un mal fou à compter sur les services. Je peux vous le dire en tant que malade chronique moi-même, on a un mal fou à compter sur l'engagement, non pas sur l'engagement de vos personnes, mais sur l'engagement de vos services. On sait que vous êtes souvent en service plein, souvent embolisé par la technique. N'oubliez jamais le quotidien. Je répète un peu, mais je crois que c'est ça qui est important. Et n'oubliez vraiment jamais toutes les positions de répit de l'aidant. Quoi vous dire d'autre? D'abord, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça permettra d'être un peu interactif. Allez-y. Oui, vous parliez des dents. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a une université de l'aidant? Parce que c'est vrai que alors, patients, je ne sais pas si... J'ai une question de sémantique d'abord. Vous dites on s'en fout, mais est-ce qu'il faut dire patient? Est-ce qu'il faut dire malade? Est-ce qu'il faut dire personne vivant avec une maladie? Parce que finalement, vous êtes des personnes, tout simplement. Le patient, c'est un statut par rapport à un système de soins. Puis ma deuxième question, c'est l'aidant. Est-ce qu'il y a une université de l'aidant? Je pense que ce serait vachement utile, ça. Tu réponds la première, je réponds la deuxième. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut dire patient? Est-ce qu'il faut dire personne vivant avec un handicap? J'aurais envie de vous dire, si on disait simplement personne, ça suffirait. Et puis, mais c'est important quand même, y compris parce qu'on sait que 80% des handicaps sont invisibles. C'est important quand même de pouvoir dire personne en situation de handicap, personne en situation de maladie chronique. Alors, pour moi, c'est facile, hein, je suis en fauteuil roulant électrique, assis dans un siège, ça se voit, c'est énorme, hein, mais toutes les personnes pour qui ça ne se voit pas, et c'est important aussi de leur reconnaître, j'allais dire ce droit à la maladie, non, mais cette partie de leur personne qui est la maladie. Je crois que c'est vraiment... Du coup, je ne sais pas comment on les appelle. Je pense que le plus simple, c'est de les interroger et de faire du cas par cas, fenêtres et parquets. Mais je crois que, oui, le plus simple, c'est de faire du cas par cas ou du sur-mesure si on a les moyens. Parce que j'ai pas la réponse. Et je vais répondre en partie à la deuxième. Oui, il existe de plus en plus de soutien des aidants et d'université des aidants, mais je crois que ça doit pouvoir se développer, ça doit devoir se développer. Oui, par rapport, donc je vais aussi répondre un petit peu. Oui, cette question c'est un grand débat qui n'arrive pas à grand chose, si c'est patient, si c'est malade, si c'est personne vivant avec la maladie. C'est en fonction de chaque personne, comme tu as dit. Nous, il fallait qu'on tranche. Et c'est la notion de patient, que c'est pas simplement la personne qui va acheter le pain et qui est malade, mais qui vit avec un parcours médico-sanitaire auquel elle est restituée comme patient. Alors, on n'aime pas forcément totalement cette expression, mais l'expression qu'aujourd'hui on a utilisée, c'est celle-là. Et d'ailleurs, en fonction de pays où ils veulent ouvrir des universités, ils parlent aussi, est-ce qu'on va parler patient, personne vivant avec, mais c'est en fonction de la maladie, on ne peut pas parler vivre avec, voilà, donc c'est très compliqué de choisir. Alors, par contre, l'autre patient, oui, nous avons des personnes aidantes qui viennent se former chez nous, mais effectivement, nous avons une très grande demande de former, de faire des masterclass pour des aidants. Et on a justement cette semaine discuté autour de ça parce qu'il a une vraie, depuis quelques années, il a très pressante. Et donc je crois qu'on va ouvrir une première masterclass et on va passer après à des diplômes universitaires. Mais pour l'instant, on est encore en train d'organiser tout ça. Je pense en particulier aux parents d'enfants en situation de handicap qui sont obligés d'arrêter de travailler pour accompagner particulièrement leurs enfants au cours des soins ou au cours de tous ces parcours longs.
Et c'est important de reconnaître à ses parents un savoir expérientiel qui n'est pas le même que celui du patient, qui est celui du parent. Mais c'est important de le reconnaître. Et j'irai même un poil plus loin dans les masterclass. Lénie, je te donne un avis pour les prochaines masterclass. Pour moi, il faut ouvrir pour toutes les maladies et handicaps pédiatriques, il faut ouvrir une masterclass frères et sœurs. C'est le cas de la drépanocytose. La drépanocytose, nous avons presque la moitié des personnes sont des aidants, parfois des sœurs, parfois des pères, parfois la personne elle-même, elle l'a, et son enfant aussi, double casquette. Voilà, dans le masterclass, on a des aidants, mais pas quelque chose de spécifique sur l'art, sur le mouvement de l'aidance en France et dans le monde. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, il faut que je parte. Oui, merci. Moi, c'est juste une petite question sur le financement. Au niveau, vous avez dit que c'était des formations gratuites. Oui. Et du coup, on se posait la question sur... Les diplômes universitaires ne sont pas gratuits, mais Catherine Toretorgis a négocié avec la formation continue de notre université pour réduire pour les patients partenaires, patients experts, les patients qui arrivent, à un prix de formation initiale. C'est-à-dire qu'un diplôme aujourd'hui à la Sorbonne, un DU, c'est entre 1 500 et 3 000 euros. Catherine avait négocié à l'époque à 500 euros, 350 plus la carte d'étudiant pour les patients. Donc les patients, comme s'inscrivent, vont directement sur une formation initiale comme ça. Ils ne souffrent pas parce que malheureusement, notre système n'a pas pensé la formation continue pour des personnes qui sont en situation d'handicap, qui sont dans des situations où... voilà, je ne veux pas rentrer dans ces débats aujourd'hui, d'autres moments je le fais. Et cette masterclass sont faites avec des personnes qui sont engagées, qui veulent construire ça. Alors parfois on est financé parce qu'on a fait un projet avec l'ARS qui nous a donné de l'argent pour faire un projet et nous on a profité de ce qui restait pour faire une autre masterclass gratuite qui voilà, ne coûte pas énormément. Parfois, on a eu des mutuelles qui nous ont donné de l'argent, qui nous ont financé. Nous avons aussi le financement, une partie qui vient de la formation, le budget de formation des entreprises qui peuvent verser où ils veulent ce qu'ils n'ont pas utilisé, donc ils nous donnent. D'ailleurs, nous avons des patients partenaires actuellement. Il y en a une qui a dit « Je suis très forte là-dessus, Lénie, il faut que l'université de patients ait plus qu'1,5 de l'entreprise où j'ai travaillé parce qu'ils ont beaucoup d'argent et vous pouvez au moins faire 4% déjà. » J'ai dit « Ok, si tu peux nous aider. » Voilà, c'est à force de conviction, de l'envie de faire. Voilà, c'est ça les financements. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup pour vos deux témoignages. Moi j'ai une question, donc le professeur Convol nous a parlé des essais thérapeutiques qui sont en cours. Est-ce que vous, côté patient ou patient expert, vous êtes associé? Est-ce que les patients sont les besoins des patients sont pris en compte suffisamment tôt dans ces essais thérapeutiques? Alors, j'aurais du mal à vous répondre objectivement. J'aurais envie de vous répondre que oui, de plus en plus, mais pas suffisamment. Pas suffisamment parce que ce qu'on recherche dans un essai thérapeutique, malheureusement, c'est souvent une réponse technique et peu une réponse sur l'impact de la qualité de vie du patient en direct. Mais justement, nous sommes là, j'ai peut-être le plaisir de vous annoncer un peu avant l'heure, mais nous avons réussi à avoir notre unité de recherche. Nous sommes en train de monter une unité de recherche, Patient Studies, à l'Université des patients Sorbonne. Sorbonne a accepté notre dossier, ce qui va faire qu'on va pouvoir faire de recherche avec des patients, avec des soignants, avec des familles, directement, qui vont pouvoir proposer des études aussi. Donc voilà, mais effectivement, quelle est la place dans les essais, dans nos recherches?
Très peu, si je peux répondre, trop peu, et vous avez absolument raison. On est très très en retard en France, en fait, par rapport à d'autres pays anglo-saxons. Je ne parle pas des essais industriels où, à mon avis, il n'y a rien du tout avec les patients et les malades. Mais dans les essais plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est complètement intégré dans l'essai anglais. Et nous, pour la première fois, on va prendre des patients experts Parkinson, mais pour discuter aussi des problématiques techniques, parce que en fait, il y a l'input des malades sont très importants, même sur les parties techniques. En fait, on se rend compte. Oui. On est bien d'accord. Tous les aspects de l'étude. On est bien d'accord que, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le malade vit à peu près 24 heures sur 24 et 365 jours par an avec sa pathologie. Mais c'est porteur d'espoir. Pourquoi? Parce que plus vous aurez de malades formés, peu importe où et voilà, pas peu importe comment, réellement formés avec un diplôme universitaire, plus vous aurez de soignants qui auront envie de travailler et de s'engager à leur côté. Parce que à partir du moment où on est formé, on peut changer de paradigme et parler non pas d'égal à égal, chacun à sa place, mais on peut parler en écoutant et en comprenant les contraintes d'en face. Et si on apprend à lire des études et si on apprend à comprendre un tout petit peu les contraintes d'en face, bien que ça soit dur au quotidien et que le système soit compliqué en ce moment en France, c'est important qu'on connaisse et qu'on comprenne les contraintes d'en face pour pouvoir collaborer. Je pense qu'il faut que je parte. Pardon. Merci beaucoup. J'ai un train.